Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mohamed Lamine Manga. Mohamed Lamine Manga, historien des temps modernes et contemporains. Mohamed Lamine Manga est le chef département histoire de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Monsieur Manga, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez un livre qui s'appelle Mobilité en Afrique de l'Ouest. C'est sous votre direction avec beaucoup d'auteurs. Dans ce livre, vous revenez sur des situations que nous vivons aujourd'hui. Vous dites dans un contexte de crise économique mondiale, de changement climatique, d'incertitudes sociopolitiques renforcées par la pandémie de Covid-19 en cours, mais aussi l'immigration clandestine, les mobilités deviennent un enjeu de gouvernance sécuritaire et de géopolitique mondiale. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes dans une situation pratiquement décrite dans ce livre, au moment où nous sommes dans une sorte d'inflation qui a saisi le pays, les prix augmentent un peu partout, c'est devenu un peu compliqué avec la guerre en Ukraine. Quel est votre regard sur cette situation? Merci M. Diop. Je dirais d'emblée que cette situation que l'on vit ici au Sénégal n'est pas spécifique à notre pays. C'est une situation qui est mondiale et qui se renforce avec la guerre russo-ukrainienne. Mais déjà avec la pandémie, on en était arrivé à un repli identitaire avec les nombreux confinements qui ont fait ressurgir la question des frontières. Donc la peur de la pandémie a fait que les États ont préféré fermer les frontières et ça a créé un repli au sein des frontières et un repli identitaire. Et cela a contribué aussi à redéfinir la géopolitique mondiale, même s'il y avait des prévisions déjà depuis 2015 qui faisaient état de la résurgence de certaines pandémies qui allaient donc impacter lourdement les sociétés et l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, avec la crise ukrainienne qui est venue renforcer donc, cette crise qu'on a là au niveau mondial, ben, ça crée beaucoup plus d'incertitudes qui impactent aussi lourdement nos États africains, qui sont des États, il faut le dire, un peu fragiles. Parce que du point de vue des structures étatiques, il y a encore, disons, beaucoup à faire. Mais ce qui fait que nous ressentons davantage la crise, c'est que nos États n'ont pas mis en avant des politiques publiques qui puissent vraiment aider à anticiper sur des problèmes. Prenons par exemple le secteur agricole. Ben, si aujourd'hui l'État sénégalais est obligé d'aller négocier avec les Russes pour qu'on puisse nous envoyer du blé, c'est quelque part, il y a un gap qui est là. Et ce gap-là, pourtant, on aurait pu le résorber si les politiques étaient mieux pensées et si, disons, les structures d'encadrement des paysans étaient mieux dotées. Donc voilà la situation qui est là. Mais je pense que ce n'est pas perdu. Il suffit juste que peut-être nos leaders soient beaucoup plus inventifs en la matière et mettre en œuvre des politiques sur la longue durée au lieu de faire un pilotage. Justement, c'est ça la grosse question, c'est ça. Les Sénégalais, quand la Covid a éclaté, tout le monde est au courant des impacts que ça aurait eu lieu avec la guerre aussi russo-ukrainienne. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a été fait pour permettre justement aux États d'être résilients par rapport à cela? L'État sort de l'argent pour subventionner, mais vous êtes, convenez avec moi, vous venez de la Casamance, la verte Casamance, quand vous traversez toutes ces prairies, toutes ces forêts, il y a énormément à faire en termes d'agriculture. Les fermes qui avaient été ouvertes pour permettre aux gens de travailler ont tous pratiquement fermé. Il y a un problème. Oui, le problème, il est criard. En fait, c'est parce que tout simplement, il y a un hiatus entre, disons, les intentions qui sont déclarées par les gouvernants et les aspirations des populations. Le Sénégal est un pays, moi j'ai vécu en Scandinavie, un des pays qui a l'indice de développement humain le plus élevé au monde. La Norvège, jusqu'aux années 70, c'est un pays qui était très pauvre. Mais ils ont su en réalité tirer profit de certains avantages qui leur ont été conférés par la nature à partir des années 70. Ici au Sénégal, nous avons un peuple qui est très patient, qui est très vaillant, mais qui peine à être encadré par les services de l'État. Si vous prenez, après l'indépendance, on considère la situation, la trajectoire politique du Sénégal, depuis les indépendances, on a voulu mettre en œuvre un modèle étatique. Ben, c'était quoi? C'était le modèle de l'État maximal.
l'État-providence, un État présent partout, un État pourvoyeur de ressources. Et ça, c'est quelque chose que nous avons hérité du lait colonial. Et par la suite, avec disons, les contingences, les contraintes sociopolitiques et les conditionnalités qui ont été imposées à la suite de la sécheresse et du surendettement de l'État, les conditionnalités qui ont été imposées par la Banque mondiale et le FMI, les politiques d'ajustement structurel ont été mises en place et cela a réduit la marge de manœuvre de nos États, de sorte qu'on est passé de l'État maximal à l'État minimal. Un État qui est obligé de libéraliser, de procéder à la compression des chiffres dans la fonction publique. Les secteurs tels que l'agriculture ne sont plus prioritaires, ce qui fait que le Sénégal n'investit pas autant dans l'agriculture. Et les populations, les paysans sont donc désœuvrés. Et quand vous ne subventionnez pas vos paysans, vous ne les encadrez pas, mais ce que ça crée, c'est quoi? Ça crée une extraversion de votre économie. Vous dépendez de l'étranger pour donc nourrir votre population. Et ça, c'est un problème. Et tant que cette situation va persister, ça va créer des incertitudes qui peuvent même impacter négativement notre État. Oui, mais est-ce que l'État, tel qu'hérité de façon coloniale, l'État colonial, est adapté aux réalités culturelles et culturelles? Vous savez, le principal problème auquel nous faisons face, c'est que nous évoluons avec des schémas importés de l'Occident. Nous prenons par exemple la charte nationale qui régit le fonctionnement de notre pays. Mais cette charte, elle a été rédigée où? En France. Nous l'avons appliquée sous la Fédération du Mali. Et puis il y a eu des réformes depuis le régime de Senghor jusqu'à nos jours. Mais c'est une charte qu'on applique dans un pays où vous avez deux types de sociétés. Il y a des sociétés centralisées du nord du pays et il y a des sociétés segmentaires qu'on considère comme étant des démocraties réelles du sud du pays. Et vous appliquez une charte, mais qui ne tient pas en compte des réalités qui sont inhérentes à ces sociétés-là. C'est un problème. Ensuite, du point de vue même des réformes agraires. La première réforme agraire qui a été mise en avant, c'était en 1964. Et c'est une réforme, des réformes que d'autres pays africains ont connues dans la foulée. Pardon. Mais cette réforme-là, elle a créé en réalité une collusion entre la législation moderne en termes du foncier, une collusion avec, disons, les systèmes de tenure locale. Quand vous prenez par exemple les populations du Ferlo, mais c'est des populations qui se disent qu'elles ont hérité ces espaces-là des ordres anciens. Donc ces espaces sont inaliénables. Mais quand l'État vient pour appliquer cette législation, ça crée une collusion. Donc je pense qu'il va falloir procéder à une nouvelle réforme, de sorte que des populations qui ont hérité ces terres-là des ordres anciens puissent continuer à en bénéficier, mais aussi que l'État, n'est-ce pas, puisse en tirer profit. Donc il y a toute une gymnastique qui attend les gouvernants pour réformer donc, le foncier, mais aussi pour réformer notre agriculture. Sans quoi, nous allons continuer à dépendre donc, des importations et ça ne crée pas de plus-value pour notre pays. Mais vous, de façon concrète, bien qu'étant un enseignant, un chercheur, étant un chef de département histoire, vous êtes dans l'agriculture de façon concrète. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en exploitant vos ressources? Vous savez, les difficultés, je pense qu'on les rencontre dans tous les secteurs. Mais quand on met en avant un projet, moi je me dis qu'on a véritablement besoin de trois éléments. Et ce qui manque à nos leaders. D'abord, il faut être un patriote. Il faut aimer profondément, je ne parle pas du chauvinisme, mais il faut aimer profondément son pays. La deuxième chose, le deuxième aspect, c'est qu'il faut en réalité avoir de l'audace. Il faut oser entreprendre. L'intelligence n'est pas l'apanage des Occidentaux. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont réussi ici et qui n'ont même pas fait l'école. Et le troisième aspect, qui est le plus fondamental à mon avis, qui manque à beaucoup de leaders africains, c'est l'ingéniosité. Il faut que nous apprenions à être inventifs. La nature nous a dotés de beaucoup de ressources, mais il faut savoir en tirer profit. Moi, je ne peux pas comprendre que le Sénégal, qui a beaucoup plus de ressources naturelles et beaucoup plus de ressources humaines qu'un pays comme la Norvège, mais ne soit pas autant développé que ce pays-là. C'est quelque part, nous n'avons pas été jusqu'ici inventifs au point de mettre en place des politiques qui puissent non pas amener les populations à croire que l'État doit être le pourvoyeur de ressources et d'emplois, mais comprendre que l'État doit juste créer les conditions de l'employabilité ou de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est comme ça qu'un pays peut se développer. Mais est-ce que cette question, elle passe par l'éducation? Cette question, elle passe par l'éducation, mais davantage par la formation. Parce que la jeunesse africaine, et surtout sénégalaise, elle est plutôt attentiste. Parce qu'il y a des tares qui sont congénitales à notre société, qui font que on est plus dans le fatalisme que plutôt dans, disons, un changement de paradigme véritable. On est attentiste, on attend que, voilà, on nous pourvoie des ressources,
ou bien nous avons une jeunesse clientéliste qui pense qu'il y a des modèles qui sont là, qu'il faut copier et qui pourtant ne fonctionnent pas. Donc, vous êtes prof d'histoire, il y a beaucoup qui disent qu'aujourd'hui, l'histoire enseignée à nos enfants à l'école fait que ça inhibe la créativité de nos enfants et de leur imaginaire. Parce qu'on enseigne que Faidherbe a été sanguinaire, a gagné des guerres. On enseigne l'histoire de la France à nos enfants. Alors que si on avait enseigné à nos enfants notre vraie histoire, même si elle est sanglante des fois, mais une histoire qui crée quelque part l'imaginaire dans la tête des enfants, ça peut donner la confiance et la conquête. Oui, c'est qu'il y a un autre problème, même du point de vue de l'historiographie africaine et surtout ici dans le monde francophone, nous sommes encore dans le mimétisme. Nous enseignons l'histoire suivant les schémas francophones, les schémas français. Et il y a deux aspects qui ont été occultés par les historiens sénégalais. C'est d'abord l'historiographie. Comment l'écriture de l'histoire a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on pense que tout part de l'école des annales. Alors que les premières écoles historiques sont plutôt allemandes. Je parle de l'école de Göttingen, où ils ont réfléchi par rapport au sens, à la finalité et à l'orientation de l'histoire. Mais ici au Sénégal, nous enseignons le factuel. Et quand nous l'enseignons, c'est suivant le schéma francophone. Et un autre aspect qu'on oublie, c'est qu'il faut une réflexion philosophique par rapport à ce que nous enseignons. Quelle est la finalité de cette histoire-là? Pourquoi nous enseignons l'histoire? À quoi doit servir l'histoire? Si l'histoire ne peut pas permettre vraiment de donner un sens, une orientation à nos peuples, mais c'est une histoire qui n'a pas de sens. Donc voilà aussi tout le défi qui interpelle les historiens sénégalais en particulier et les historiens africains en général. Donc il faut réinventer l'écriture de l'histoire de nos États. Au Sénégal, il y a la réécriture de l'histoire du Sénégal qui a été confiée à un comité qui travaille avec Iba Der Thiam. Cette histoire-là pratiquement achevée. Est-ce que vous pensez que justement ce qu'on a écrit, on doit le mettre dans le curricula, l'enseigner aux enfants? Oui, c'est que l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, ce n'est pas pour critiquer les collègues, mais dès le départ, c'était biaisé. Parce que vous ne pouvez pas prendre des initiés au métier d'historien et vouloir les mêler à des profanes, des griots qui n'ont pas... Ce n'est pas pour rabaisser les griots, mais vous ne pouvez pas les mêler. Ils n'ont pas la même perception de l'écriture de l'histoire. C'est comme si aujourd'hui vous prenez un médecin, vous voulez qu'il travaille avec, disons, un tradipraticien, il ne fonctionne pas avec les mêmes schémas, il ne fonctionne pas avec les mêmes logiques. Donc là, ça pose problème. Du coup, vous avez vu, quand il y a des volumes qui ont été publiés, mais tout le tollé que ça a provoqué, des familles se sont senties lésées. Pourquoi? Parce qu'on a associé des non-pratiquants à ceux qui ont été formés au métier. Et là, ça pose problème. Voilà, donc l'histoire, c'est important aussi. Mais vous travaillez aussi dans un autre domaine, c'est le domaine du changement climatique, de l'environnement. C'est des impacts énormes sur les populations. On a vu les inondations à travers le monde aujourd'hui, le Sénégal, on a vécu aussi les inondations. En quoi ce changement climatique, ce dérèglement, peut impacter davantage la vie des populations? Merci, M. Diop. En fait, cette question elle est très pertinente dans la mesure où, en fait, elle permet de comprendre un peu qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de débats, de conférences qui ont réussi vraiment à faire un plaidoyer pour la prise en charge du changement climatique. Je viens d'un séminaire organisé par la Fondation Friedrich Ebert et des Norvégiens NUPI, à travers NUPI, et des Suédois à travers le CIPRI. Et à travers, disons, ce séminaire, on a compris qu'en réalité, tous les plaidoyers qui ont été menés sur le changement climatique sont parvenus à faire de cette question-là, disons, un enjeu géopolitique au même titre que la prolifération des armes nucléaires, mais au même titre que le terrorisme. Et les pays africains, disons, qui sont moins responsables de l'émission des gaz à effet de serre, sont pourtant ces pays-là qui sont le plus impactés. On le voit à travers les inondations, on le voit à travers les sécheresses. Et ce que les chercheurs ont prouvé, c'est que les océans, les mers, les fleuves, la terre, qui ont atteint la limite de sécrétion donc des gaz, ne peuvent plus prendre de gaz. Ce qui fait qu'il y a un aspect qui peut intervenir. Et c'est là où j'interpelle les autorités sénégalaises, c'est la question de la foresterie. Aujourd'hui, on investit dans la préservation du bassin de l'Amazonie et du bassin du Congo, mais c'est insuffisant. Il faut créer des forêts, parce que ce sont ces forêts-là qui vont donc pouvoir capter les gaz et nuancer, si vous voulez, mitiger, disons, le réchauffement climatique. Sinon, on va continuer à vivre des inondations, on va continuer, disons, à vivre des cycles de sécheresse qui vont déboucher sur des famines qui vont impacter lourdement la capacité donc,
disons, de gestion, les politiques de gouvernance. Et ça, vous prenez par exemple une ville comme Dakar, il y a une situation qui est là, ça c'est une digression que je vais faire. Les inondations, c'est un phénomène que l'on vit depuis des décennies. Ce qu'on oublie de dire, disons, aux populations, c'est que vous avez des individus qui ont été construits dans, disons, des zones qui sont inondables. Vous prenez un quartier comme Grayoff, vous avez des rues, des maisons qui ont leurs fenêtres à même la rue. Mais là, ça crée des inondations. La zone des Niayes, elle est occupée. Donc, à beau avoir de la volonté, si ces populations ne sont pas délocalisées et relogées ailleurs, l'État continuera à dépenser des ressources financières sans pourtant que le problème ne soit résolu. Donc, il faut prendre des mesures courageuses pour que des quartiers qui sont inondés puissent être délocalisés. Sans quoi, on va continuer à vivre des problèmes. Vous avez posé la question de la foresterie. Il faut créer des forêts pour capter l'effet de serre. On voit qu'au Sénégal, au nord du pays par exemple, le désert avance. Comment organiser les populations et créer des forêts? Très bien. Le Sénégal peut bien développer une industrie forestière, mais toutes ces questions de volonté et de vision. Vous voyez, un pays comme la Gambie, qui n'avait pas autant de ressources forestières, était parmi les 5 pays les exportateurs de bois. Mais le bois de la Gambie venait d'où? C'est du Sénégal. Pendant que l'ancien président, Yahya Jammeh, avait suspendu donc, le trafic du bois, les coupes de bois en Gambie. Et c'était réprimé. Mais l'État sénégalais a laissé faire au point que des pans entiers de nos forêts ont été déboisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut asseoir une politique d'éducation des populations à l'environnement. Par exemple, au niveau des écoles, pourquoi ne pas, disons, créer la semaine de l'environnement qui consisterait à, disons, envoyer des enseignants et leurs élèves organiser des camps de reboisement dans les terroirs, également procéder à un suivi, et plus tard, on verra que petit à petit, on peut avoir une industrie forestière, une politique forestière qui puisse poursuivre à la fois des objectifs écologiques de préservation des forêts, mais qui puisse également poursuivre des objectifs économiques. Parce qu'on doit également vivre de cette nature-là. Cette déforestation, quand je lis bien votre livre un peu, explique aussi les mobilités qu'il y a en Afrique, les questions d'immigration. Les gens qui quittent là où ils étaient parce qu'ils n'ont plus rien à faire, il n'y a plus de ressources pour aller ailleurs. Il y a un lien évident entre la déforestation et, disons, la désertification. D'ailleurs, la déforestation, c'est la première étape des 3D. On parle de déforestation, dégradation des sols et désertification. Moi, j'ai grandi dans une localité au sud du pays où nous avions une forêt luxuriante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au début des années 90, avec la paupérisation, des individus se sont implantés dans la localité. Ils ont coupé ils ont abattu des arbres, donc le rosier. Par la suite, c'était les teckérés qui ont été déboisés. Et qu'est-ce que cela a fait? Avec les fortes pluies, ça crée, les pluies ont drainé, disons, le sable. Il y a eu un ensablement des vallées rizicoles. Et après l'ensablement des vallées rizicoles, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une fossilisation des terres au point, et une salinisation qui fait que les populations ne peuvent plus cultiver. Et partout où il y a déforestation, vous relèverez aussi qu'il y aura une forte évapotranspiration. Les eaux de surface vont s'évaporer, les nappes phréatiques vont baisser en profondeur, et là, ça crée quoi? C'est l'achèvement. Donc les populations vont quitter ces milieux qui deviennent désormais hostiles pour aller dans les centres urbains ou pour migrer en Europe en espérant que voilà, ils allaient trouver un Eldorado. Et qu'est-ce que ça crée? Mais ça crée d'autres problèmes. Vous prenez une ville comme Dakar, comme toutes les autres villes de l'Afrique, parce que l'Afrique, du point de vue de l'urbanisation, c'est la côte qui est peuplée. Toutes les grandes villes de l'Afrique se situent le long de la côte. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un surplus donc, de besoins en eau, puisque l'urbanisation est galopante. Je vous donne des chiffres par exemple. En 1950, le taux d'urbanisation de l'Afrique tournait autour de 14 à 15%. Mais en 2000, cette urbanisation s'élevait à 40%. Donc il y a une forte urbanisation qui augmente les besoins en eau, ce qui fait que des nappes phréatiques qui ont été pompées pendant des décennies, ici au Sénégal, à Dakar, le lac de Guerre a été pompé pendant longtemps. Il y a des pénuries d'eau. Qu'est-ce qui l'occasionne? Mais il y a un lien aussi avec la déforestation. Voilà pourquoi il faut initier des politiques qui puissent vraiment restaurer les forêts, et ça peut contribuer à nuancer les effets du changement climatique. Ces questions sont essentielles, elles impactent directement les populations. Et vous dites que sur le plan politique,
ce sont ces questions que les politiciens, l'élite doit prendre en charge. Par exemple, si on voit l'Assemblée nationale qui a été mise en place récemment, ce sont des questions de fond qui doivent être abordées par des politiciens, au lieu de rester là à se chamailler. Ça, c'est aussi un autre problème, parce qu'en fait, Senghor avait conceptualisé la politique au Sénégal. C'est vrai, dans son parti, l'UPS, déjà il y avait le clientélisme. Il s'en est offusqué. Lors du 4e congrès de l'UPS, il avait théorisé la politique. Il disait qu'au Sénégal, il y avait 2 types de politique. Il y avait ce qu'il appelait la politique politicienne, qui consistait à se servir des ressources de l'État pour s'enrichir. Et à côté, il y avait la politique politique qui consistait à s'oublier pour porter l'État. Malheureusement, dans ce pays, le clientélisme se déployant, ce que nous constatons, c'est que c'est plutôt la politique politicienne qui prend le dessus. Le mérite n'est plus encouragé, les idéologies ne sont plus mises en avant, c'est, disons, des corporations, c'est des individus qui se mettent ensemble et qui poursuivent des objectifs d'enrichissement. Pourtant, ce pays a un potentiel qui est énorme. Et si nous avions des leaders qui étaient inventifs, qui acceptaient vraiment de servir les populations, mais le Sénégal a tout pour se hisser, disons, au rang d'une nation développée. Et vous constatez que la façon de faire la politique au Sénégal se dégrade de plus en plus, c'est des invectives, c'est des insultes, ce n'est plus des débats d'idées. En fait, c'est parce que ce que nous avons aujourd'hui, je suis désolé de le dire, on parle de partis politiques, mais non pas de partis politiques au Sénégal, nous n'en avons plus. Ce que nous avons désormais, c'est des associations d'individus qui se mettent ensemble et qui défendent des intérêts crypto-personnels, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition. Et là, pendant ce temps-là, le peuple est en train de traverser des difficultés. Pourquoi je le dis? Parce qu'auparavant, on mettait beaucoup l'accent sur la formation des masses militantes. Parce que la finalité de la politique, c'est quoi? C'est de former des masses, d'éduquer les masses militantes. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus de base idéologique dans les partis. Moi, j'ai collaboré avec des collègues universitaires qui appartiennent à un parti, qui a le vent en poupe. On discutait, je les interpelle, je dis mais quelle est l'idéologie de votre parti? J'ai été vraiment ébahi d'entendre les uns et les autres parler de patriotisme, de pragmatisme, et un autre qui me dit qu'il ne croit même pas à ces idéologies, parce que pour eux les idéologies sont importées. Mais c'est grave. Quand on parle d'idéologie, c'est qu'il s'agit à la fois de valeurs, de principes, d'une vision, d'une orientation économique, politique et sociale qu'on essaie de mettre en œuvre à travers des axes programmatiques. Et quand cela est absent dans, disons, la formation des militants, c'est que c'est des individus qui nous mènent en bateau, qui mènent le pays à la perte. On va changer de système, mais les problèmes vont persister ou même s'empirer. Et ça, c'est une situation à craindre. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité de vous, les intellectuels, qui refusons de faire la politique, de laisser la place aux autres? Comme disait un célèbre philosophe français, les médiocres ont pris le pouvoir. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, par mépris de ce qui se passe sur la scène politique, par dédain, parce qu'on considère que c'est devenu une affaire, disons, de personnes incultes, de personnes qui versent dans l'injure, la calomnie. Donc les intellectuels ont abdiqué. Les intellectuels, disons, préfèrent en réalité se calfeutrer dans le salon en méprisant ce qui se passe sur la scène politique. Et la nature qui a horreur du vide, qu'est-ce qu'on constate? C'est des individus qui ne sont pas des références, qui ne sont pas des modèles, qui émergent et qui tiennent ce pays en otage. Ce qui s'est passé récemment au niveau de notre Assemblée, mais c'est aberrant, c'est quelque chose de très inquiétant, parce que le modèle du député, auparavant, c'est quoi? Les leaders politiques, ils incarnaient un certain mythe. Mais ce mythe, aujourd'hui, on ne l'a plus. On l'a plus. Et ça, c'est grave. C'est pourquoi je pense que les leaders, les intellectuels de ce pays sont aussi tenus par un devoir d'irrespect. Ils doivent s'insurger, ils doivent éclairer le peuple, ils doivent sortir de leur zone de confort et venir occuper et essayer d'éclairer le peuple, sans quoi les situations de chaos qu'on va vivre, c'est tout le monde qui en sera comptable. Mais tout le monde est en train de dire que nous allons vers des situations compliquées, de chaos, mais on n'a pas l'impression qu'il y a des gens qui prennent en charge cette question-là pour défendre la République. On a l'impression qu'aujourd'hui, qu'on assiste à une sorte d'inertie, de laisser les choses venir et attendre la catastrophe, comme si on était liés, ligotés et on laissait en rade comme ça. Oui, vous savez, M. Diop, il y a la situation qui prévalait jusqu'à un passé récent. Comment déclencher l'action? Oui, on n'avait que des inégalités horizontales. Quand on parle d'inégalités horizontales dans un pays, c'est que vous avez un groupe qui s'accapare de tous les leviers politiques, économiques du pays, et les minorités qui sont très souvent au niveau des périphéries sont un peu exclues. Et ce à quoi on assiste, c'est quoi?
c'est qu'il y a des frustrations qui naissent parce qu'il y a des inégalités. Et ces frustrations vont être instrumentalisées par une élite à travers des constructions narratives, à travers des nexus, pour prouver leur victimisation, pour prouver que ces minorités sont discriminées. Et après, ce à quoi ça mène, c'est quoi? C'est que c'est des révoltes après qui prennent forme. On va essayer de renégocier nos rapports au pouvoir d'État, et quand on n'y parvient pas, c'est les insurrections. On l'a vécu avec des nuances dans certaines régions. En Casamance, un peu au niveau du Sénégal oriental et même au niveau du Fouta. Mais ce qu'on constate après, c'est quoi? C'est qu'à côté de ces inégalités horizontales, il y a d'autres inégalités qui émergent. C'est les inégalités verticales. Vous avez une élite qui est là, mais qui s'accapare de tout. Il y a de l'impunité, des individus qui se rendent coupables de malversations, de détournements, qui vont peut-être être, disons, incarcérés pour quelque temps et qui sont libérés. Et pendant ce temps-là, le commun des Sénégalais souffre, continue à souffrir. Mais comment déconstruire ce discours? Pour le déconstruire, il va falloir vraiment, disons, que les intellectuels prennent en charge ces questions-là, à travers des discussions, à travers des conférences, à travers des colloques, pour éclairer la lanterne du peuple. Ils ne doivent pas avoir peur, disons, d'aller en confrontation avec d'autres personnes qui sont en train de s'accaparer du landerneau politique. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il va falloir prendre dans ça. Donc il y a un devoir d'irrespect qui s'impose à la classe intellectuelle sénégalaise. Il faut que les intellectuels vraiment prennent en charge ces questions-là. Parce que c'est ça le rôle. Mohamed Lamine Manga, merci infiniment d'avoir été venu sur ce plateau d'ITV à Question Directe. Je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'appelle Mobilité en Afrique de l'Ouest. C'est vous, sous votre direction, peuplement, territoire et intégration régionale, que nous parlons avec vous de la situation du pays sur le plan politique, environnemental et même social et économique. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je vous rappelle que vous êtes professeur, vous êtes le chef de département histoire à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Vous êtes historien moderne et contemporain. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Au revoir.